je ne suis pas d'avis que le yoga soit une discipline qui requiert d'accumuler du savoir. Je suis d'avis que le yoga est une discipline qui nous invite à faire du vide. Et donc c'est comme ça que je vais commencer ce propos. Mais du vide de quoi? Déjà du vide de prétention. Les titres me semblent superflus et être co-créateur d'une fédération, c'est plutôt un péché mortel qu'une sorte de prétexte à être glorifié. Je pense que c'est un des dangers qui menace le yoga, c'est celui de l'organisation. C'est certainement le plus grand danger, parce que le yoga a échappé à ça pendant des millénaires, dans la mesure où ça n'a jamais été, comme le bouddhisme ou comme l'hindouisme, assujetti à des ordres ou à des structures. Ça a toujours été une vision de liberté et de rapport ou de relation d'individu à individu, et de transmission d'individu à individu. Et évidemment, tout dépend des deux individus en question. D'ailleurs, c'est comme ça que commence le Yoga Sutra, Hatha Yoga Anushasana. Maintenant, il y a deux personnes qui sont prêtes à l'un à donner, l'autre à recevoir l'enseignement du yoga. Il ne faut pas se tromper, c'est en général l'élève qui donne l'enseignement et le professeur qui le reçoit. Il ne faut pas inverser le rôle. Ceci dit, de quoi doit-on se dépouiller? Donc de la prétention, je disais à l'instant. Et qu'est-ce que c'est que la prétention? C'est de croire que le yoga a une valeur en soi, ou que le professeur a une valeur en soi, ou que moi en tant que pratiquant j'ai une valeur en soi. La valeur n'est pas dans la position, n'est pas dans le contenu transmissible par des paroles, donc d'où l'inanité des conférences d'ailleurs, et c'est davantage quelque chose qui tient du jeu. Donc c'est bien qu'on soit dans une salle de cinéma, imaginez que vous soyez devant un écran et que je sois un acteur sur cet écran, ça me soulagerait beaucoup, ça enlèverait du poids d'être un soi-disant conférencier devant un soi-disant public. Je serais juste un personnage dans un film et vous seriez les spectateurs de ce film, et on serait à peu près dans la position que je crois le yoga nous invite à regarder comme étant l'essence de la vie. À ce propos, j'ai une histoire. Un jour, un maître soufi installé dans une ville en Irak voit arriver, à sa grande surprise, une personne qui se prosterne devant lui et qui lui dit « Maître, donnez-moi un enseignement. » Le maître soufi dit « Il n'en est pas question. » La personne dépitée s'en va. Quelques jours après, à nouveau, une personne vient, se prosterne « Maître, donnez-moi un enseignement. » L'histoire continue comme ça pendant un temps. Il y a toute une enfilade de gens qui viennent demander un enseignement, et au fur et à mesure qu'il y a plus de monde qui vient demander un enseignement, le maître devient de plus en plus célèbre, et il y a de plus en plus de gens qui viennent le trouver pour lui demander un enseignement, et à chaque fois il dit non, pas question. Et donc il y a une foule autour de lui. Et un grand savant dans les textes, un érudit si vous voulez, ce qu'en Inde on appellerait un pandit, arrive et lui dit « Maître, rien qu'à votre attitude, je vois que vous avez quelque chose à transmettre que je n'ai pas malgré toute la science que j'ai. Il faut que vous donniez un enseignement. » Le maître le regarde et lui dit « Non, tu ne le veux pas vraiment. » Le savant en question dit « Mais comment? Je suis là, je viens de vous demander un enseignement. Comment se fait-il que vous disiez que je n'en veux pas? Je te dis, tu ne veux pas cet enseignement. » Le soi-disant savant insiste. « Ok, si tu insistes, je vais te donner un enseignement, mais pour ça, il faut d'abord que tu te déshabilles complètement et tu mettes, et il lui envoie un tissu tout sale, tu mettes ce tissu autour de tes reins, comme en Inde des dhotis, vous savez, c'est comme des jupes pour les hommes, mais là, c'est vraiment un chiffon sale, et il a un geste de répulsion, et il dit, comment, moi, j'aurais l'air de quoi avec ça ? Si tu veux recevoir mon enseignement, mets ce tissu autour de tes reins, déshabille-toi, mets ce tissu autour de tes reins. Donc il s'exécute. Il dit, bon, maintenant il faut que tu ailles trouver une vieille boîte de conserve, tu la perces,
tu mets une ficelle et tu te l'accroches autour du cou et tu vas au marché. Mais avant d'aller au marché, je vais te donner des bonbons à la menthe. Il est vraiment intrigué. Et le maître lui dit, voilà, quand tu vas arriver au marché dans cet attirail, tous les enfants du marché, tous les enfants qui sont au marché vont te jeter des pierres, se moquer de toi. Et chaque fois qu'un enfant se moquera de toi et te jettera une pierre, tu lui jetteras un bonbon en lui grimaçant un sourire, parce que je sais que tu ne seras pas capable de sourire vraiment. Et cette histoire illustre un peu le fait que le vrai enseignement du yoga, c'est quelque chose qui doit nous faire remettre en question notre sérieux. Et que tant qu'on se prend au sérieux ou qu'on prend l'enseignement lui-même au sérieux, on ne fait que nourrir ce qui fait obstacle au yoga en soi. Ce qui est de la nature de la prétention qui nous anime tous, malheureusement, même les soi-disant humbles, qui se considèrent humbles, c'est une manière déguisée d'être prétentieux. Et donc, quand je réfléchis, ou plus exactement, je laisse venir des paroles par rapport au fait de la pratique du yoga aujourd'hui, je vois bien que nous sommes non pas dans une impasse, mais on est dans une sorte de... je ne vais pas utiliser le terme qui me vient, c'est trop vulgaire. Une sorte d'inondation, on va dire, de cours de yoga de toutes sortes. Et avant de venir, elle m'a dit, oui, ça serait bien que tu parles sérieusement du yoga qui n'est pas sérieux. Elle n'a pas dit exactement comme ça, mais enfin, ça voulait dire ça. Et moi, j'ai envie de parler très sérieusement du yoga qui n'est pas sérieux comme étant sérieux. Dans la mesure où je pense que chaque être humain est porteur de 3 pulsions que l'Inde a représentées par une figure symbolique qu'on appelle en Inde la Trimurti, le triple visage. Nous sommes tous porteurs, mais pas de toutes les 3 pulsions, mais au moins d'une de ces 3 pulsions qui sont représentées comme la pulsion de création, de créativité si vous voulez, Brahma, qui nous pousse à vouloir, par exemple, je suis peut-être très optimiste en disant ça, engendrer, c'est une forme de création, mais pas seulement, la création artistique, la création d'un cours de yoga, la création de ce que vous voulez. Il y a cette pulsion. La deuxième pulsion, c'est la pulsion de préservation ou de continuité qui cherche à préserver ce qui est représenté dans la Trimurti par Vishnu. Tout le domaine médical, tout le domaine infirmier, tout le domaine thérapeutique. J'ai parlé hier à une élève qui est psychiatre, psychanalyste, est animé par cette pulsion de faire en sorte que soit réparé ce qui est endommagé et que la vie continue. Et puis la troisième pulsion, celle que les humains portent aussi très fortement et peut-être encore plus aujourd'hui, mais enfin ça je crois que c'est pas comparable entre hier et aujourd'hui, la pulsion de destruction qui est une pulsion de transformation, qui est de détruire ce qui existe pour que ça fasse de la place pour le micro par exemple, qui est un vide. Le vide appelle le plein appelle le vide. Ça c'est plutôt taoïste que yoga, mais c'est vrai aussi dans le yoga. Et donc là, je pense que les formes de yoga, même celles qui semblent les plus bizarres, correspondent à une de ces 3 pulsions. Et que chacun d'entre nous doit se poser la question, et donc ce n'est pas une question intellectuelle, c'est une question qui demande un regard intérieur, quelle est la pulsion dominante chez moi ? Est-ce que je suis animé par une impulsion de création? Est-ce que je suis animé par une impulsion de préservation? Ou est-ce que je suis animé par une impulsion de destruction? Et ceci sans aucun jugement de valeur. Parce que s'il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de possibilité de création et ainsi de suite. Donc ça se tient par la main et ça danse.
Les hindous ont bien aimé cataloguer les choses en trois. Bon, vous connaissez les trois gunas, par exemple, les trois qualités fondamentales de la nature. On peut faire des parallèles avec les trois pulsions d'Atrimurti et les trois gunas. Mais si on veut pratiquer le yoga vraiment d'une manière positive, il faut savoir de quel yoga on a besoin. Et pour savoir de quel yoga on a besoin, on doit regarder quelle est la force motrice, ou la pulsion, qui nous anime, sans a priori. Et c'est là où la difficulté commence. Et puis, il faut aussi réaliser une autre chose, c'est que l'impact du passage du temps sur un même individu peut modifier la pulsion fondamentale qui l'anime. Il y a quelque chose aussi de cette nature. Il y a une transformation de la pulsion qui nous anime, peut-être due à l'âge ou à l'expérience ou à des situations de vie qui soudainement nous font prendre conscience de la manière dont nous étions mus jusque-là et qui vont transformer cette motivation ou cette pulsion qui nous anime. Voilà, donc l'autre chose encore que j'aimerais avancer, c'est qu'il n'y a aucune motivation qui soit plus élevée ou moins élevée qu'une autre. Et ça, j'en parle avec d'autant plus de, comment dire, sérénité, c'est que ça m'a été dit en toute clarté par mon propre enseignant, les Shikachar. Il nous a un jour posé une question. C'était au groupe de gens qui étaient ses élèves et qui jusque-là ne s'étaient pas vraiment rencontrés dans un stage puisqu'on recevait un enseignement individuel et on regardait tous l'autre en se disant le pauvre il en sait moins que moi. Bon ben lui il pratique moins que moi. Bon, jusqu'au jour où on s'est rencontrés, on s'est aperçu que oui, enfin, il fallait remettre les choses un peu, relativiser cette opinion un peu prétentieuse justement. Et donc, au cours de cette rencontre, qui a eu lieu à l'époque, ça s'appelait Madras, maintenant Chennai, il nous a posé une question un jour en disant « Vous avez une personne qui vient vers vous et qui vous demande de lui enseigner quelque chose, et au simple regard de la personne, vous pouvez voir que ce qu'elle vous demande comme enseignement ne lui convient pas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous essayez de lui donner ce qu'elle demande, ou vous essayez de lui donner quelque chose qui, selon vous, correspond à ses besoins. Je parle là du contexte cours individuel, hein, pas du cours de groupe, parce que là, la situation ne s'applique pas, mais par extension, on peut l'appliquer à d'autres cas. Et donc, on s'est tous retirés dans nos cellules de méditation, en fait, dans nos chambres, quoi. Pour essayer de trouver une réponse intelligente qui convaincrait le professeur. Chacun est venu avec ses réponses et puis pour finir il a donné la sienne. Et il a dit le plus important dans le yoga c'est donner à la personne ce qu'elle demande. Parce que si vous ne lui donnez pas ce qu'elle demande, elle va se décourager, elle ne va pas continuer, elle va faire autre chose et vous aurez perdu le potentiel d'un être humain qui peut se développer grâce au yoga mais qui aura été en quelque sorte frustré par le fait que vous n'êtes pas capable de lui donner ce qu'elle demande. Et donc, de ce point de vue-là, tous les yogas, toutes les formes, je veux dire, il n'y a qu'un seul yoga, hein, toutes les formes que prend le yoga sont toutes valables, dans la mesure où si elles existent, elles correspondent jusqu'à un certain point à une demande. Alors les gens vont aller dans un cours et vont être peut-être séduit par le charisme ou la personnalité du professeur et finalement le reste, ça n'a pas trop d'importance. Je ressors du cours, j'ai mal au dos, j'ai mon genou, je boite un peu, je me sens un peu dépressif par rapport au moment où je suis rentré, mais cette professeure de yoga est si charmante ou ce professeur de yoga est si convaincant que finalement ce sont des effets secondaires que je peux accepter parce que le plus important c'est ce sentiment extraordinaire d'être compris et d'être vu par quelqu'un sur lequel on projette toutes sortes de choses, vraies ou fausses.
ou bien c'est pas du tout la personne du professeur qui nous attire, mais c'est la technique. J'en sue, je transpire du bout en bout, quand je sors du cours, je suis épuisé. Quel plaisir, quel bonheur, tant que ça dure, tant qu'il n'y a pas des blessures, c'est exactement ce que je demande. Donc il ne faut pas penser que le seul yoga qui vaille, c'est celui auquel moi je me suis accroché en quelque sorte, que j'ai considéré comme étant ce qui me convient, parce que je ne suis pas l'autre et l'autre n'est pas moi. Là aussi, on peut le dire de différentes façons, mais le processus le plus négatif dans lequel on s'est engagé, nous les humains, c'est le processus de comparaison. Qu'on compare une chaise de cinéma, vous avez de la chance, ils ont l'air moelleux, à une chaise où on va peut-être tenir 1 heure, mais certainement pas plus parce que c'est un peu dur. Ça, il n'y a pas de problème, hein, on peut choisir la... D'ailleurs, je veux bien échanger ma place avec quelqu'un. Mais quand on compare un yoga à un autre, un individu à un autre, on est vraiment dans une situation préjudiciable pour soi-même, parce qu'on tourne le regard vers autre chose que ce vers quoi on devrait le tourner. Et le regard, je dois le tourner vers moi-même et regarder ce qui, avant tout, me convient. Même si je sais intellectuellement que je peux me tromper. Je ne peux pas... Je suis trop près du micro. Je ne peux pas... Vous m'entendez comme ça? Moi. Ah, alors je reste près du micro. J'ai l'impression que je lui donne des coups de poing. Je ne peux pas être sûr de ce qui me convient, mais je n'ai comme guide dans l'existence que le vécu immédiat qui me dit ça me va ou ça me va pas. Si je pense que quelqu'un d'autre à l'extérieur de moi-même est capable de mieux me guider que moi dans le sens de ce qui me convient, je suis devenu un esclave. Enfin, les hindous appellent pas ça un esclave, ils appellent ça une bête de somme, un pachou. Et ça, malheureusement, notre éducation, nos hommes politiques, nos femmes politiques aussi, ont vraiment tendance à essayer de nous rendre des pachous. Parce qu'un bétail, c'est plus facile, il suffit de quelques chiens de garde, on le fait avancer dans la bonne direction, celle qu'on a choisie soi, pour tout le monde, et le bétail suit. Cette situation-là n'est pas yoga. Cette situation-là est l'opposé du yoga. Le yoga, c'est ce qui nous rend capables, s'il le faut, d'aller à contre-courant, de ne pas accepter les morsures des chiens de garde qui nous obligeraient à aller dans une certaine direction. C'est-à-dire, il y a une part de révolution dans le yoga, il y a une part de rébellion en tout cas, il y a une part de refus d'aller dans le courant qui est la conséquence de ce qui nous sous-tend tous, la peur. Et évidemment, selon la prédominance d'un des 3 gunas, une des 3 qualités de la nature, certains d'entre nous sont plus braves et plus courageux et assument la responsabilité de la rébellion. D'autres sont plus tranquilles, plus calmes et tracent leur chemin sans vraiment avoir besoin de recours à la rébellion. Et d'autres, enfin, n'ont pas l'énergie ni les moyens de résister et ils apprennent à accepter l'inacceptable. Ce qui est tout à fait aussi une possibilité. Et donc, si on prend ces 3 options, ça donne 3 types de yoga différents aussi. Il y a un yoga, et ça je ne parle pas seulement de ce qui se passe maintenant, je parle de la tradition, il y a un yoga guerrier. D'ailleurs, dans le Yoga Sutra, il y a plein de termes qui viennent. En fait, je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Yoga Sutra, c'est un texte de référence, un des textes de référence que nous avons beaucoup utilisé. Et juste une anecdote à ce propos.
Desikachar écrivait dans une... Enfin, plus exactement, j'ai retrouvé un écrit que j'avais pris en note d'une conférence que Desikachar avait faite dans un contexte de ministre de la Santé qui vient pour, en quelque sorte, donner son aval au fait que le yoga a une valeur thérapeutique, etc. Et il disait dans cette conférence que dans leur famille, le Yoga Sutra n'est pas la référence. La référence, c'est ce qu'on appelle le Yoga Rahasya, le secret du yoga. Et si certains d'entre vous l'ont lu, c'est pas un texte guerrier, le Yoga Rahasya. Il parle beaucoup de dévotion, d'une attitude d'abandon, etc. Mais, disait-il dans ce texte, le Yoga Sutra, on l'a choisi pour transmettre le yoga parce qu'il est universel, parce que justement la dimension religieuse, la dimension culturelle très spécifique de l'Inde y apparaît beaucoup moins. Et ensuite, parce que le Yoga Sutra, c'est un texte qu'on ne peut pas traduire, on ne peut que le commenter. Toute soi-disant traduction est un commentaire. Ceci dit, c'est un texte où il y a beaucoup de termes militaires, de dressage, de maîtrise. Il y a plein de termes qui parlent de l'art du chevalier, en quelque sorte. Et donc, il y a une forme guerrière dans le yoga. Et puis, il y a une forme, évidemment, non guerrière, une forme pacifiée ou paisible, qu'on retrouve quand on étudie les 8 membres du yoga, avec les yamas, par exemple, qui sont à l'opposé du dharma d'un guerrier, ou en tout cas différent du dharma. Vous savez ce que c'est le dharma, en fait? Le dharma, c'est à la fois collectif et individuel. Quand c'est individuel, on appelle cela le swadharma. Le dharma, c'est ce qui nous soutient dans l'existence et c'est constitué à partir de notre svabhava, notre nature propre. Notre nature propre, elle est conditionnée par des éléments qui nous échappent totalement. Nous venons au monde sans avoir choisi l'heure et le jour. Aujourd'hui, peut-être que les parents, avec l'aide des médecins, ils arrivent à choisir l'heure et le jour, mais c'est vraiment une déviation par rapport à la nature. Et en tout cas, on n'a pas choisi de venir au monde, et puis on n'a pas choisi d'être blond, brun, roux. Qu'est-ce qui reste comme couleur? On n'a pas choisi d'être blanc, noir, jaune, rouge, brun. On n'a pas choisi d'être homme, femme. On n'a pas choisi, on n'a pas choisi, on n'a pas choisi. Et donc cette notion de svabhava, ça regroupe tous les éléments qui nous constituent dans notre singularité d'individu. Même des jumeaux homozygotes ont des différences. Et ces différences, elles sont expliquées par ce que les hindous appellent le svabhava, la nature propre, qui est une combinaison particulière des 3 gunas, des 3 qualités qui sont à l'œuvre dans tous les phénomènes de la nature et dans tous les êtres humains, animaux, végétaux et minéraux aussi, hein, les caractéristiques spécifiques de chaque, non seulement espèce, mais chaque individu dans l'espèce. Et c'est ces traits-là qui déterminent le swadharma, c'est-à-dire comment chacun d'entre nous devrait pouvoir trouver son chemin dans l'existence et accomplir ce qui correspond à ses capacités. Là où la comparaison est négative, je reviens à la comparaison avec ça, c'est que nous avons été conditionnés et éduqués à penser que en comparant ce qu'on est et ce qu'on est capable de faire avec ce qu'est et ce qu'est capable de faire quelqu'un d'autre, on va progresser. Pas du tout. On ne fait que créer de la contrainte et du conflit. Et le yoga devrait nous aider à nous libérer de ce processus de façon à ce que nous réalisions que la seule manière de nous épanouir, c'est d'accomplir ce qui correspond à notre nature, indépendamment de ce que les autres font ou ont fait ou feront. Donc ça implique un travail personnel d'auto-observation. Par exemple, je pense que je serais très malvenu de me dire que je vais me mettre à faire du marathon ou du sprint. C'est vraiment pas ma nature qui me permettrait de le faire. Ou de l'haltérophilie.
Vous avez vu la taille de mes bras. Donc, c'est important de prendre en compte les caractéristiques physiques, énergétiques, mentales, intellectuelles et émotionnelles. Et ça demande, c'est même l'essence du yoga, la prise de conscience de ça. La plupart du temps, le yoga, je ne sais pas pour vous, mais c'est comme un objet à l'extérieur qu'on essaye de cerner. Alors que le yoga, c'est essayer de cerner cet objet intérieur qui est un sujet, en fait, qui est moi. C'est le retournement du regard pour déterminer, mais de quoi est-ce que je suis capable exactement, et qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'ici, et qu'est-ce que j'aurais pu accomplir, et qu'est-ce qui me permettrait d'accomplir ce que je n'ai pas accompli jusqu'ici, à partir de mes capacités propres. Si on aborde le yoga dans cette optique, alors on peut voir si, oui ou non, ce qu'on appelle yoga nous aide à aller dans la direction de l'épanouissement de nos capacités, de nos potentialités. Je sais que peut-être vous avez des questions. Alors je ne sais pas si vous voulez attendre que j'ai fini mon délire ou si vous voulez intervenir au fur et à mesure. Mais je vous laisse une chance avant de continuer. Ou alors j'ajoute encore quelque chose qui me vient à l'instant à l'esprit. Dans la formulation du yoga, on considère, en dehors du Svabhava et du Svadharma dont je viens de parler, on considère que chaque être humain est constitué de 5 corps, qu'on appelle des koshas, des couches. Pas les couches pour les bébés, hein, mais les couches comme les pelures d'oignons, quoi. La couche la plus extérieure, c'est pas ça, c'est les vêtements, ça c'est pas moi. C'est en dessous des vêtements, mais je ne vais pas me déshabiller. Vous pouvez voir au moins mon visage, c'est le corps physique. C'est quoi le corps physique? C'est fait de quoi? Hein? Beaucoup d'eau. De nourriture? Oui, exactement. De l'eau, oui, la boisson, la nourriture. Bon, c'est quelque chose donc qu'on accumule. Une cellule, puis 2 cellules, puis je ne sais plus combien de cellules, et puis ça grandit dans le ventre de la mère, puis à un moment ça a besoin de sortir, ça sort, et ça continue à exister uniquement si ça mange et boit. Boit d'abord et mange ensuite. Et le corps, c'est l'histoire de cette accumulation. Si on se regarde les uns les autres, on peut voir comment on s'est construit au niveau physique, et dire « Ah, j'aimerais être mince comme elle », ou « Ah, je voudrais être fort comme lui », ça n'a pas de sens. C'est absurde. C'est complètement délirant. Je suis comme je suis, fabriqué par la nourriture que j'ai mangée, mais la nourriture que j'ai mangée, je n'avais pas le choix d'en manger une autre, sauf quand je deviens un fad addict, comme on dit en anglais, un obsessionnel de la diète ou de l'alimentation. Oui, on peut le devenir, mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui vient du passé, qui a été conditionné par les parents, et on a accumulé à partir de ça. Au bout d'un moment, on peut faire des choix, on peut changer, bien sûr. Le deuxième corps, alors donc Anna Maya Kosha, Anna ça veut dire la nourriture, le corps fait de nourriture. Le deuxième corps, suivant comment on le présente, c'est l'un ou l'autre, le deuxième ou le troisième sont présentés dans un sens ou dans l'autre, mais moi je vais le dire dans le sens de l'Upanishad qui en parle. C'est Prano Maya Kosha, c'est-à-dire prana, l'énergie de vie, la vitalité, ce qui circule en nous qui fait que ce corps n'est pas mort mais vivant. Ce corps donc fait d'énergie, c'est quelque chose qui nous vient du passé aussi, mais pas le passé de l'accumulation de nourriture, ça vient du passé généalogique, c'est-à-dire c'est l'énergie, les Chinois appellent ça, je crois, l'énergie ancestrale, c'est-à-dire on reçoit cette énergie à la naissance, on peut la dilapider, on peut la conserver, on ne peut pas l'augmenter. Et elle détermine la longueur de notre existence, ce qu'on appelle en sanskrit le ayu, la durée de vie. Même si certains auteurs occidentaux à un moment ont dit oui, par le pranayama, par le choix de la nourriture, on augmente le prana, non, c'est faux. Dans la théorie du yoga, on ne peut pas augmenter le prana d'origine,
on peut simplement le préserver. Et l'idée de la préservation dans le yoga, c'est une question de densification. C'est-à-dire, si vous étiez médium, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est médium dans la salle? Non? Il ne faut pas être timide, hein? Dommage. Quelqu'un qui est médium, certains médiums en tout cas, voient l'aura des gens, n'est-ce pas? Alors, pour le yoga, voir l'aura de quelqu'un, c'est pas la personne qui voit qui est en mauvaise position, mais c'est la personne qui a une aura qui est en mauvaise position. Parce que normalement, l'énergie vitale devrait être à l'intérieur du corps. Et si elle se diffuse autour du corps, et normalement la plupart d'entre nous ne voyons pas cette diffusion, c'est signe que l'énergie ne peut pas rester recentrée dans le corps parce qu'il y a trop d'impuretés dans le corps. Et les impuretés, elles sont aussi bien de nature physique, qu'on appelle les malas, presque le mal en français, que de nature non physique, et que le yoga appelle les kleshas, les causes de souffrance. Quand il y a ces impuretés en soi, le prana, au lieu d'être à l'intérieur du corps, se diffuse autour et devient comme une zone de fragilité parce que les agresseurs extérieurs, hein, quelqu'un qui me dit t'es un vrai con, ça va rentrer, ça va faire mal. Ou un microbe ou un virus qui se balade par là, ça va rentrer, ça va faire mal aussi. Donc, si on arrive à recentrer l'énergie vitale à l'intérieur du corps, c'est un bon point. Et dans le yoga, ça se fait essentiellement par la technique, enfin les techniques de pranayama, mais pas seulement. Et puis, si vous avez, certains d'entre vous, étudié la Hatha Yoga Pradipika, il est indiqué que le vrai yogi, c'est pas moi, hein, parce que je bouge sans arrêt, on va observer que le vrai yogi, il est comme une pierre, il ne bouge plus. Pourquoi? Rien ne peut, on essaye de le pousser et on ne peut pas le déplacer de sa position. Pourquoi? Parce qu'il est dans un état de samadhi, un état en stase, comme disait un auteur roumain, Mircea Eliade. C'est-à-dire que toute son énergie s'est condensée à l'intérieur de la colonne vertébrale. Et donc le corps physique est comme inerte. Ça serait l'ultime. Et c'est un peu être que provisoire, hein, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça tout le temps. Mais c'est une expérience peut-être que je vous invite à faire un jour où vous n'avez rien de mieux à faire. Ça, c'est Prana Maya Kosha. Après, il y a Mano Maya Kosha. Alors là, en Occident, on est super athlètes pour l'utilisation de la pensée. Magnifique invention, le fauteuil de cinéma. On arrive, avec une seule main, on rabat le siège, on s'assied, on s'endort devant un film. C'est une invention remarquable. Le micro, le porte-micro, la bouteille plastique. Les poissons ne sont pas d'accord que c'est une belle invention, mais enfin, les humains trouvent ça très pratique. Hein, même dans le désert, on peut boire. La pensée. Donc, fondamentalement, la pensée humaine, il y a peut-être d'autres formes de pensée, c'est un outil de survie. C'est l'arme de survie des êtres humains, c'est ce qui lui a permis à l'espèce humaine de continuer jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez sans doute que dans le yoga, ce n'est pas considéré comme quelque chose de très positif. Non pas que la survie soit négative, mais que se préoccuper uniquement de la survie et utiliser toute son énergie et toute son intelligence uniquement pour la survie, c'est passer à côté de l'essentiel. On va parler de l'essentiel un peu plus loin. On rentre dans une couche après l'autre. Hein. Donc voilà, laissons Mano Maya Kosha pour le moment. Alors il y a un yoga, je m'arrête un instant avant de continuer, il y a un yoga qui est purement Anamaya. Hein. Je m'étire, je me mets sur la tête, je fais ceci, je fais cela, des innombrables postures, et je suis content de moi. Oui, je travaille un corps. Si je respire dans les postures, si je ne me laisse pas entraîner par ma propre pulsion d'accomplir quelque chose d'extrême ou de très,
comment dire, impressionnant pour les autres ou pour soi-même, etc., et que je mets un peu plus d'attention au souffle dans les postures, etc., je suis dans le corps, mais je suis aussi dans le souffle. Si, pour le troisième corps, le corps mental, quand je pratique, je reste au niveau de la pratique posturale, qui est la plus commune ici, ou la pratique méditative aussi. Et si j'ai appris à regarder les déplacements de la pensée, ou si vous voulez l'activité du cerveau, avec une certaine distance, et que je ne m'identifie pas aux pensées, que je les vois défiler, mais que je ne me laisse pas emporter par elles, je suis en train de pratiquer le yoga au niveau du Mano Maya Kosha. Et puis j'arrive à ce qui est considéré comme les deux derniers corps qui sont les plus importants, ceux qui déterminent absolument le destin des autres, le Vijnana Maya Kosha, c'est-à-dire comment la vie m'a conduit à comprendre, quand j'y comprendre, c'est à réaliser plutôt, profondément le sens de ma vie et le sens de la vie en général, et ma place dans l'univers, et qu'est-ce que je fais ici, ou qu'est-ce que je peux faire, ou qu'est-ce que je dois faire, et comment j'interprète ce qui m'arrive. Vous avez les super optimistes qui disent ce verre est vide mais il va bientôt être plein, et puis il y a les personnes super négatives ou pessimistes qui disent ce verre est vide, il restera vide. Ces deux manières de concevoir l'existence, c'est pour donner un exemple de ce que c'est que Vijnana Maya Kosha, c'est comment on voit les choses, comment on les interprète. Et ça détermine tout le reste, parce que si vous avez une vision limitée, ah c'est à cause de mon père, il était trop sévère, oh c'est à cause de ma mère, elle était trop envahissante, oh c'est à cause de mon compagnon, il est trop pervers narcissique, oh c'est à cause de ma compagne, elle est trop superficielle. Si vous avez ce genre de vision, vous n'avez rien compris, il faut le dire clairement. Donc, et si vous avez ce genre de vision, ça va en cascade ébranler tous les autres corps, parce que la partie la plus sensible de nos organismes, on pourrait, enfin je pense dire que c'est le système immunitaire. Le système immunitaire, il réagit extraordinairement vite et extraordinairement fort à tous les signaux. Les allergies, vous voyez que ça se développe de plus en plus parce que la pollution est de plus en plus présente, mais aussi toute la négativité qu'on porte quand on n'a pas compris. Et donc, si vous êtes intéressé, et c'est tout à fait justifié par le yoga pour être en bonne santé, ce qui est un idéal comme un autre, inaccessible, mais quand même tout à fait respectable, et ben c'est vraiment ça qu'il faut avoir compris, c'est que toutes les situations où vous mettez en danger votre système immunitaire, et c'est vous qui le mettez en danger, c'est pas le monde extérieur tellement, vous n'êtes pas obligé de sortir dans les rues à Paris au moment où, à n'importe où, au moment où il y a des embouteillages, hein. Il faut modifier des choses dans sa vie pour s'ajuster à des conditions qui sont de plus en plus difficiles, certes, mais c'est toujours possible, si on voit l'importance. Et donc ce corps-là, c'est le corps, je qualifierais, pour essayer de le traduire en français, en sanskrit c'est Vijnana Maya Kosha. Vijnana, c'est l'idée d'une connaissance, pas d'un savoir, d'une façon intuitive et intelligente de réaliser ce qu'on a en soi et devant soi, ou autour de soi. Donc c'est le corps d'intelligence, je l'appellerai, qui correspond dans le Yoga Sutra à l'idée de viveka, à l'idée de discernement, qui est considérée comme la plus haute valeur dans le yoga. Et l'ultime corps, celui qui est encore plus au centre, mais qui n'est pas moi, qui n'est pas vous, qui n'est pas le sujet, qui est encore un corps, c'est-à-dire quelque chose qui enveloppe, encore une couche de l'oignon, encore un voile qui cache la nature essentielle de ce que nous sommes. C'est ce qu'on appelle un Ananda Maya Kosha, le corps fait de joie ou de félicité. Et on pourrait se dire, tiens, pourquoi est-ce que ça voile?
Pourquoi est-ce que ça pose problème, en quelque sorte? Alors, il faut comprendre deux choses. La première, c'est que Ananda, c'est la plus haute émotion que l'être humain puisse connaître. Ou peut-être pas. Est-ce que vous auriez... Je ne sais pas si on peut dire que l'amour est une émotion. C'est un sentiment, plutôt. Mais sinon, bon, on peut discuter sur Ananda ou l'amour, quelle est la plus haute valeur. Mais en tout cas, dans ce cadre, dans ce modèle, c'est Ananda, c'est la félicité qui est considérée comme la plus haute expérience émotionnelle qu'un être humain puisse vivre. Mais ça ne veut pas dire que les autres émotions sont exclues. Ça veut dire que ce corps contient toutes les autres émotions. Et qu'on peut être envahi par des émotions de toute nature qui vont également impacter sur tous les corps qui sont en dessous, en quelque sorte, ou à l'extérieur. Et... Excusez-moi de vous interrompre, mesdames et messieurs, mais je voulais savoir si quelqu'un qui avait sa voiture garée à la salle de rencontre. J'en entends pas jusqu'ici. Si, Garé où? juste derrière la salle des rencontres. Parce que moi, Est-ce qu'il y a une voiture de chez nous qui est garée juste derrière la salle des rencontres? On voit comme voiture. une voiture grise. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Donc ce corps émotionnel, c'est le plus fondamental parce qu'il est non seulement réactif, mais c'est aussi celui qui donne lieu au plus grand nombre d'enregistrements. Quand je dis enregistrement, je veux dire des mémoires qui ne sont pas des mémoires conscientes, qui sont des mémoires inscrites dans tous les corps et qui conditionnent énormément nos réactions. Ça me fait penser au serpent, ça me fait penser au cerveau reptilien, ça me fait penser au fait qu'ici le serpent c'est quelque chose de considéré culturellement comme dangereux et même satanique, alors qu'en Inde le serpent c'est considéré comme le plus grand, pas complice, mais le plus grand supporteur ou allié, voilà, c'est le terme que je cherchais, le plus grand allié de l'être humain, à condition que l'être humain le respecte. Et aujourd'hui, on sait que l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence la plus puissante. Et donc, nous devons apprendre à respecter ce cerveau reptilien et ce qui est juste au-dessus, qui génère aussi des émotions. Je crois que c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, le deuxième cerveau. Et parce que ce sont des éléments qui nous dominent et qui nous mettent dans des situations extrêmement difficiles. Et là, le yoga a vraiment une portée dans la mesure où nous avons compris de quoi il s'agit. C'est-à-dire, le cerveau émotionnel dépend de l'intelligence que nous avons pour comprendre qui nous sommes, comment nous agissons, quels sont les moteurs qui nous animent. Et voilà, en résumé, ce que j'avais envie de dire à propos du yoga et de comment le pratiquer aujourd'hui. Le pratiquer correctement, c'est prendre en compte toutes ces dimensions. Et c'est évidemment pas seulement en se mettant sur un tapis qu'on y parvient. Ça implique une passion que j'espère vous partager, parce que moi, elle m'anime depuis que j'ai rencontré le yoga, même si au début, j'y voyais absolument pas clair et j'y comprenais rien. Je ne dis pas que j'y comprends quelque chose aujourd'hui, mais j'ai un peu plus de recul et une vision un peu plus globale. Je pense que le yoga survivra à toutes les inepties qui prennent son nom à tort, mais que ces inepties sont nécessaires en même temps, c'est ce que j'ai dit à un moment. Et je ne pense pas que le yoga survivra à travers des organisations, il survivra à travers des individus, qu'ils soient ou pas à l'intérieur d'organisations, parce que l'organisation ne peut structurer que du connu, que quelque chose qui fait partie des corps les plus denses.
et que le yoga est par définition ce qui est au-delà de la densité, ce qui est quelque chose de la nature de ce qu'on appellerait peut-être ici en Occident l'esprit, si on vient au sens originel du terme, le spiritus. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On peut peut-être voir s'il y a des questions maintenant. Bon courage. Vous pouvez poser des questions pratiques. Je suis très mauvais pour y répondre, mais je serai... Alors, il y a une... On fait passer le micro. Je sais pas. Non, il n'y a pas besoin. Je me demandais, quand vous parlez des trois pulsions qui vous animent, celui de la création, de la préservation et de la destruction, il me semble qu'on les partage toutes les trois. On a tous ces trois pulsions qui vont intervenir dans notre vie à des moments différents. Tout à fait. On ne peut pas être qu'une pulsion. Non, mais en proportions différentes. Et suivant les circonstances aussi. Quand on est menacé, la pulsion de destruction prend le pas sur les autres, par exemple. C'est tout à fait un réflexe normal d'autoprotection. C'est la peur qui domine là. Oui. Oui, bien sûr. C'est la peur qui nous bloque les trois quarts du temps. Ah, est-ce que Pour la peur avancer. nous bloque Pas forcément. Quand elle t'immobilise sur le Ça peut être trottoir, une parce peur. qu'au moment où tu vas traverser, il y a un car qui arrive, merci la peur. Maintenant, quand j'ai peur du regard de mon voisin parce que j'ai l'intention de faire telle ou telle chose et je me demande comment il va me juger, là, la peur bloque d'une manière inadéquate. Donc, de quelle peur s'agit-il, quoi? C'est une peur quand même. C'est un sentiment. une Oui, émotion. oui, non, mais il faut distinguer la peur la peur qui est un instinct qui est le résultat de l'instinct de survie, et la projection de cet instinct de survie dans une peur qui est purement projetée, fantasmatique plutôt, et ce genre de peur forme l'essentiel de nos peurs, en fait. Par exemple, peur de mourir. Oh là là. Pour ne pas être prétentieux, je crois qu'un des conseils qu'on peut donner à soi-même et aux autres, c'est de regarder que on n'est pas sûr si la vie nous donne encore 1 heure, ou 1 minute, 1 heure, un jour de survie. Et si on en est conscient chaque jour, ça enlève énormément de la prétention qui est celle que l'on a autrement quand on se prend trop au sérieux dans quelque situation que ce soit. Donc c'est un acte d'hygiène qu'on devrait enseigner dans les écoles ou plutôt dans les maternelles, de voir que ce que le yoga appelle parinama, la transformation, elle nous guette à chaque instant. La transformation, c'est-à-dire la disparition de ce à quoi on s'est identifié. J'ai une question. Il vaut mieux prendre le micro parce que derrière, je ne sais pas si on entend la question. Oui, donc Corinne, voilà, moi j'ai un peu pratiqué le yoga de façon très ponctuelle. Je suis quelqu'un qui pratique en continuité avec des professeurs un peu différents. J'ai oublié ma question. Non, ce que je voulais dire, c'est que souvent, ce que je vois dans la plupart des cours que j'ai pu fréquenter, même ponctuellement, c'est que quand même on s'arrête beaucoup aux postures. On fait un peu de pranayama, de respiration, mais je trouve très peu par rapport à ce qui représente la globalité de l'enseignement, des choses que j'ai pu lire par ailleurs. Et je me demandais pourquoi justement la plupart des cours se limitaient aux postures physiques. Voilà.
Marie-France, il va falloir que tu travailles. Hein. Ça, on va dynamiser. Pourquoi est-ce qu'un boucher ne vend pas des tomates? Parce que les gens qui viennent lui acheter sa marchandise viennent acheter de la viande. Pourquoi un professeur de yoga se contente d'enseigner des postures? C'est parce que les gens qui viennent au professeur de yoga essentiellement demandent des postures. Pas tous, mais la majorité. Parce que c'est l'image que les gens ont du yoga. Vous avez une autre image du yoga, ou au moins au départ, avant de commencer? C'est essentiellement l'image que le yoga, ce sont des postures. Alors, éventuellement, de la respiration. Pour ce dont j'ai parlé aujourd'hui, il faut vraiment avoir déjà bien approfondi. Et puis, ce dont j'ai parlé, ça ne fait pas partie de quelque chose qui peut être transmis dans un cours. Même une conférence, c'est un peu bizarre. C'est plus dans une interaction d'échange, de partage. Moi, j'ai beaucoup été touché et j'ai beaucoup apprécié l'enseignement d'un Indien qui se refusait d'être appelé gourou ou philosophe, Jiddu Krishnamurti. Et Krishnamurti disait, voilà, il parlait à des groupes aussi, il disait, voilà, c'est deux amis qui échangent sur un cheminement, et ce qui est important, c'est d'écouter, de s'écouter mutuellement. Bon, lui, il écoutait moins facilement les autres qu'il ne demandait aux autres de l'écouter, ça, il faut le dire, mais quand même. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse transmettre l'essentiel du yoga autrement que par la parole ou par le silence. Mais le silence peut laisser place à beaucoup d'interprétations. On peut voir des gens dans des cours de yoga ou d'autres, hein, du zen, etc., les yeux fermés, qui ont l'air plongés profondément dans la méditation. Et c'est peut-être simplement la méditation de Morphée. Voilà, donc je pense que c'est compréhensible que à l'heure actuelle, et c'est pas seulement ici en Occident, en Inde c'est pareil, le yoga maintenant est revenu en boomerang en Inde parce que les Occidentaux et surtout les Américains, parce qu'ils ont plus de dollars, enfin avaient plus de dollars avant Trump, ou peut-être avant Obama, j'en sais rien, sont venus chercher le yoga en Inde. Donc du coup maintenant en Inde il y a des professeurs de yoga à tous les coins de rue. Mais c'est des gens qui ne savent même pas vraiment utiliser les postures dans leur enseignement, la plupart. Donc c'est l'image que le yoga a été, c'est l'image qui a été véhiculée du yoga et qui explique. Bon, un autre point aussi qui me semble plus important encore, c'est que qu'est-ce que tu dirais d'un professeur de yoga qui t'accueille dans son cours et qui fait ce que je viens de faire? Il ne propose rien. Voilà. Il échange avec toi, il te dit, voilà, comment est-ce que tu envisages la vie? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu as peur de la mort? Est-ce que tu as une image positive de toi? Quelles sont les images négatives de toi que tu peux avoir, etc. Ça dure trop longtemps. Voilà. Tu vois, est-ce que tu dirais, ah oui, ça c'est un cours de yoga? Probablement pas, parce que ça correspond. Je pourrais le sentir à l'écoute de qui je suis en arrivant, par exemple. Oui, ça serait vraiment la bonne situation. Mais ça, c'est possible seulement dans le contexte de ce qu'on appelle one-to-one en anglais, cours individuel en français. C'est possible. C'est ce que je souhaite que le yoga devienne un jour ici, par rapport, levez les bras, baissez les bras, inspirez, expirez, étirez-vous, ne forcez pas, ou au contraire forcez, suivant les cours. Il y avait une autre question. Non, c'est pas vraiment une question, j'allais dire que pour moi le yoga c'est une philosophie, et pour moi justement se contenter de faire des postures, moi j'ai fait très peu de yoga, hein, mais justement ce qui me manque c'est cette philosophie qui n'est pas dans le cours. Alors à l'arrivée ou au départ quand tout le monde a bien fait ses postures,
mais de faire une parenthèse. Parce que c'est une philosophie, c'est un mode de pensée, enfin, c'est aussi un mode de pensée. Tu parlais tout à l'heure du prana qui sort du corps, qu'il faut le réintégrer, mais comment justement faire cette chose-là? C'est par l'attention. Oui. D'accord, C'est un mais processus. Le prana suit le. Alors, c'est dans la Hatha Yoga Pradipika que c'est expliqué, mais c'est que le prana se disperse quand le mental se disperse. Et le prana se concentre quand le mental se concentre. Quand je dis concentration, je ne veux pas dire un effort pour être concentré, mais quand on passe d'un état d'inattention à un état d'attention. Quand on devient, alors le mot awareness, qui est parfait en anglais, n'existe pas en français, quand on devient attentif, mais à condition de ne pas confondre l'attention du chasseur ou du chat, qui est une attention sur une cible qui demande un effort d'attention qui ne peut durer qu'un temps limité, parce que c'est une grande dépense d'énergie, mais une attention libre et sans choix, on peut dire, ou sans objectif. Si on est dans une posture de yoga, quelle qu'elle soit, ou assis là où vous êtes, et que vous vous dites, je vais faire attention à ce que je sens dans mon genou droit, vous allez pouvoir, ou de genou gauche si vous préférez, hein, je n'ai pas de préférence. Vous allez pouvoir le faire spontanément, sans effort, pendant un millième de seconde ou une seconde. Mais si vous voulez maintenir votre attention dans le genou droit, il va falloir faire un effort. Ce n'est pas ce genre d'attention dont il est question dans le yoga. C'est une attention ouverte qui va se déplacer, par exemple, dans le corps, selon ce qui attire cette attention. Mais il y a attention. On n'est pas en train de, je ne sais pas moi, projeter qu'on va aller voir tel film au cinéma, ou lire tel livre, ou accomplir tel acte. Quelle que soit l'action dans laquelle on se trouve, c'est cet état d'attention sans choix et sans effort qui est l'essence de ce que le yoga propose comme pratique, on va dire. Et je ne sais pas si on doit dire que c'est une philosophie. Le terme qui convient, mais qui est un terme chargé religieusement, c'est une sotériologie, c'est-à-dire c'est une approche du salut, pour utiliser un terme qui est chrétien, mais qui ne correspond pas à ce qui est dit en Inde. C'est la recherche de moksha, de la liberté, mais pas la liberté de l'individu dans ses désirs limités, dans ses peurs, etc. La liberté absolue, la liberté qui consiste à découvrir que je ne suis pas le personnage que je crois être, même s'il m'accompagnera jusqu'au bout, ce personnage, mais que je suis la conscience qui est consciente de ce personnage. Et ça, je suis désolé, mais je ne peux pas le dire autrement, ou mieux, parce que c'est quelque chose qui est du domaine justement d'indicible. Alors ça, j'en ai déjà parlé les fois précédentes, mais si on revient à ce vide-là, ou si on prend l'espace de cette pièce, on peut dire plein de choses sur la pièce, les murs, le plafond, le plancher, les fauteuils, les visages, la couleur des cheveux, l'ennui, au contraire, une écoute attentive. On peut décrire des choses de cette nature, mais comment décrire l'espace ? On ne peut pas décrire le vide. On peut dire, oui, le vide, il est créé par une forme qui est la forme du porte-micro ou par les éléments qui constituent cette pièce, mais on ne peut pas décrire l'espace avec des mots parce que c'est quelque chose qui est immatériel. Et les mots ne peuvent décrire que du conceptuel ou du matériel. Enfin, et même le matériel, c'est du conceptuel. Mais ça, bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc c'est... Mais le vide, il est rempli d'énergie, il est rempli d'oxygène, donc il n'est pas vide. C'est pas de ce vide-là, c'est juste une image, hein, le vide.
est-ce que la conscience est remplie d'énergie ou est-ce que l'énergie émane de la conscience? Bon, ça, c'est des questions qui ont été abordées aussi bien dans le shivaïsme du Cachemire que dans le yoga, dans le Sankhya, dans toutes les écoles qui ont été transmises en Inde. Mais c'est pas ça qui est important, de se poser une question comme ça, parce que ça ne va ne pas modifier vraiment la réalité de ce que nous sommes. Pour revenir à ce que je disais au départ, c'est intéressant d'avoir des concepts, mais l'intelligence est différente des concepts. Comprendre, c'est pas accumuler des concepts, ou c'est pas être capable de formuler des concepts. L'intelligence, c'est quelque chose qui saisit les choses immédiatement sans avoir à passer par les mots, sans avoir à passer par les idées, sans avoir à passer par un processus rationnel d'élaboration de A plus B plus C, etc. Et c'est de ça dont il s'agit dans le yoga fondamentalement. C'est comment devenir intelligent, comment redevenir intelligent. Comment se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être intelligent. Parce que, à commencer par le processus le plus destructeur de l'intelligence, qui s'appelle l'éducation. Est-ce qu'il y a des éducateurs d'éducation nationale parmi vous? Est-ce que vous avez amené des tomates? Alors, j'attends. L'intelligence et la conscience, je n'arrive pas trop à cerner. Parce Oui. que l'intelligence, c'est une formation de l'ego aussi. La conscience, c'est tout autre chose. Oui, la Alors, conscience. excusez-moi, quand vous dites que votre petit truc, la rond, il est plein de vide et que c'est la conscience, moi, la mienne de conscience, je ne la vois pas là-dedans. Hein. Non, bien sûr, c'est plus vaste que ça. Oui, mais la relation entre la conscience et l'intelligence, c'est ça la question. L'intelligence appartient au quatrième corps, au Vijnana Maya Kosha. Donc c'est un corps. C'est pas le sujet. C'est pas cela qui voit. Si on prend les termes du yoga, la distinction fondamentale, c'est entre le spectateur et le spectacle. Entre ce qui voit et ce qui est vu. Moi, personnage, François, il y a quelque chose qui me voit à l'œuvre en ce moment. La main sur la poitrine, l'autre main sur le micro, la parole qui sort, le regard qui se porte sur quelqu'un qui se déplace, etc. Tout ça, c'est vu. Mais c'est pas vu par moi, le personnage, puisque le personnage, il est de la nature de ce qui est vu. Donc c'est ce chemin de repli, enfin plus exactement de retournement de l'attention sur non plus ce qui est vu, mais la tentative de voir ce qu'il voit. C'est une tentative vouée à l'échec. Parce que si on pouvait voir ce qu'il voit, le sujet serait devenu un objet. Or, le sujet, par définition, n'est pas un objet. Donc ça veut dire qu'on entre dans une dimension où il n'y a plus de possibilité d'exprimer, de conceptualiser, de verbaliser, mais on entre en contact avec quelque chose qui est de la nature d'un espace sans forme et sans limite. Et dans cet espace sans forme et sans limite, tout ce qui est vécu comme expérience s'y trouve. Que l'expérience soit positive, négative, indifférente. Et quand on est situé dans cette position intérieure-là, la vie devient un jeu qu'on joue le mieux que l'on peut, mais sans la prendre au sérieux et sans se prendre au sérieux. Et ça, c'est une manifestation de l'intelligence. L'intelligence n'est pas la conscience, mais l'intelligence authentique s'éveille quand la conscience s'auto-réalise, se réalise elle-même. Autrement, c'est une intelligence limitée, c'est l'intelligence manipulatrice de l'individu qui a inventé, d'abord, qui a domestiqué le feu, qui a inventé les outils en pierre, au silex, et puis les outils en bronze, et puis les outils en fer, et puis l'énergie atomique, et puis les fusées, et puis patati patata. C'est une extraordinaire intelligence, mais ce n'est pas de cette intelligence-là dont on parle. Il y a une phrase qui dit qu'il
il y a l'intelligence et l'intelligence du cœur. Donc l'intellect, on peut dire, et après une autre intelligence beaucoup plus importante. Oui, on peut dire comme ça. D'ailleurs, le Yoga Sutra le dit d'une certaine façon, parce que dans le 3e chapitre, il est dit que c'est en étant conscient ou attentif au cœur qu'il y a la connaissance totale de tous les mouvements de la pensée. C'est-à-dire l'intelligence du cœur englobe les mouvements de la pensée, mais la pensée ne peut pas saisir l'intelligence du cœur. Quelque chose comme ça. Oui? Le corps le plus proche du centre dont vous parliez, c'était la félicité, la joie. Oui, le corps Vous pouvez en émotion. dire un peu plus? Ah. Bah, je ne sais pas si je peux en dire un peu plus, mais la question que je me poserai à votre place, toutes et tous, c'est à quel moment dans la vie je me suis senti vraiment joyeux. C'est un état d'être. Hein. J'ai gagné au loto, je suis joyeux. Oui, mais ça passe vite. Voilà. Et puis à d'autres moments, il y a une espèce de joie qui arrive et on ne sait pas pourquoi. C'est le ressenti. Ouais. Donc c'est déjà à distinguer ces deux formes de joie. La joie de la satisfaction qui découle du fait qu'il y avait un manque et que ce manque est comblé. Mais comme tu dis, ça ne dure pas. Parce qu'il y a d'autres manques qui vont apparaître et qui vont à devoir être comblés. Et quand ils sont comblés, il y a de la joie. Quand ils ne le sont pas, il y a de la frustration. Ça, ce jeu-là, on connaît tous très bien, cette joie-là. Et puis, il y a des moments de joie totalement incompréhensibles, quelque part. Et si on en a fait l'expérience, normalement, on devrait s'en souvenir. Et je pense qu'on en a tous fait l'expérience. Et à ce moment-là, il faut regarder, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là exactement pour que cette joie apparaisse? Est-ce qu'il y a une constante? Ou alors, se poser la question, dans quelles circonstances intérieures la joie n'apparaît pas? Moi, je pourrais mettre un mot sur une expérience, une épreuve de joie, un éprouvé de joie, c'est être relié. Être relié. Je ne sais pas si on t'a entendu mettre un mot sur l'expérience de la joie, être relié. Se sentir relié à quoi? À quelqu'un d'autre, ou à la nature, à l'herbe, à la lumière, c'est comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir pourquoi la joie n'est pas là à certains moments. Et quand je regarde, c'est quand je suis préoccupé, quand je suis sous tension, quand je suis un objectif, je veux atteindre quelque chose. En fait, ça fait partie des émotions. Et émotion, c'est quelque chose qui est en mouvement. Oui. Donc la joie, aussi bien que la tristesse ou d'autres sentiments, d'autres émotions, c'est en constant mouvement. On ne peut pas être joyeux tout le temps, on ne peut pas être en sentiment de bonheur de façon... Et c'est ça aussi qui est intéressant, parce que si on était tout le temps joyeux, on serait un extraterrestre, et si on était tout le temps triste, on serait pas bien non plus. Je ne sais pas si on serait un extraterrestre, mais on commencerait à s'ennuyer peut-être. Ben voilà, mais en même temps, c'est ce mouvement-là qui est intéressant dans la vie. Quand il y a, pour les femmes qui ont eu des enfants, il y a des fois au moment de la naissance une émotion extraordinaire qui arrive, de joie, de bonheur, qui nous met les larmes aux yeux, qui nous fait pleurer. Même pour un papa qui voit son enfant, où il y a des moments où on a les larmes tellement c'est fort. Cette force, c'est ça pour moi, c'est ça, cette force qui nous submerge, cette force de joie, cette émotion, c'est ça, un moment de bonheur. Mais c'est vrai, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Mais bon, c'est ce qui en fait la force en même temps. Enfin, je sais pas. Oui,
Et c'est ce à quoi aussi on peut se raccrocher à des moments où c'est plus difficile. Quand on est sur le fauteuil du dentiste qui nous dit « Bon, détendez-vous, pensez à quelque chose de joyeux », bon, ben, on peut penser à ces moments extraordinaires. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je pense qu'il y a autant de valeur à être totalement conscient d'un état de dépression profond, ou de souffrance, ou de malheur, ou de tristesse, que de la joie. Mais dans notre Pour la conscience, tout est bon à apprendre. Pour l'individu limité, il n'y a que les choses agréables qui sont bonnes à prendre. Donc, et le problème des choses agréables, c'est qu'elles ne durent pas. C'est que tu viens de le souligner toi-même. Mais essayer de fuir le désagrément en pensant à des moments où il y avait le contraire, je pense que c'est assez superficiel, que ça ne va pas vraiment... Je disais ça, mais bon. Ouais. C'était juste pour montrer la déconnexion qu'on peut avoir à un moment donné. Voilà. Après, tout est bon à vivre. L'essentiel, c'est de savoir que si on est dans une situation de dépression, à quel moment on va toucher le fond et à quel moment on va rebondir pour arriver à un état où on se sent mieux. Parce que bon, la dépression, ça peut être intéressant, mais pas très longtemps non plus. On n'est pas bien dans la dépression. Oui, mais si on veut connaître des moments de bonheur, il faut avoir connu des moments de malheur, oui, ou de mal-être. On ne peut le reconnaître que comme ça. Alors, il y avait une question auparavant, monsieur, là-bas. Ouais, tu as présenté les 5 corps comme des enveloppes, des couches, des pelures. Quand on prend une enveloppe, souvent il y a une lettre dedans ou un message. Alors quand on arrive à la dernière pelure, qu'on enlève la dernière pelure. Ah, on ne peut pas les enlever, les pelures. Ou alors, non, quand on va en profondeur, quand on va en profondeur, on accède à la conscience de cette dernière pelure, mettons qu'on peut. Qu'est-ce qu'on va trouver encore après tu voudrais que je puisse exprimer quelque chose qui est au-delà de l'exprimable. Exactement. Peut-être pour éclairer aussi le propos des 5 corps et de la structure de l'être, justement. Excusez-moi, mais pour ce même sujet, il s'agit bien des corps éthériques. Ça, l'expression éthérique ne fait pas partie de l'expression utilisée en yoga. Peut-être, mais moi, on dit corps subtil. Voilà, corps subtil. Pas l'anamaya kosha. Ça, c'est pas un corps subtil, c'est le corps dense. Oui, oui. Bon. Si on reprend la théorie du yoga, mais alors là, moi, je l'exprime sans nécessairement adhérer. Ce qui meurt avec le corps dense, c'est la quantité de prana qui était allouée au départ à cet individu particulier que je crois être, et que vous croyez être chacun à votre place. Une partie du Manomaya Kosha sous la forme de pulsions psychiques, de tendances psychiques, va subsister parce que ça fait partie du corps subtil. La manière dont vous avez réalisé la nature de vous-même et de l'existence au moment de la mort du corps physique va continuer, donc le corps d'intelligence. Et le corps émotionnel, c'est celui qui garde la plus grande quantité de mémoire. Et ces mémoires vont conditionner, d'après la théorie de la réincarnation en Inde en tout cas, vont conditionner le choix de la matrice dans laquelle vous allez revenir sous une autre forme. Mais qui va revenir sous une autre forme? Ce sont ces corps subtils. Et les corps subtils n'ont pas une empreinte, ici François, ou là-bas, je ne sais comment tu t'appelles, c'est quelque chose qui n'est pas déterminé d'une manière, qui n'est pas déterminé par l'identité actuelle, c'est juste des tendances. Voilà, donc je ne sais plus pourquoi j'ai répondu ça. Quelle était la question? Le corps subtil et le corps éthérique. Ouais, voilà, donc le corps subtil, par opposition au corps qu'on dit dense,
c'est ce qui subsisterait après la mort du corps dense pendant un temps indéterminé ou déterminé dans certaines écritures. Oui. Moi, je voudrais revenir sur l'expression de la dame qui disait que pour elle, la joie, à un moment, c'était de se sentir relié. Alors, je suis plutôt néophyte en yoga, mais j'ai eu envie de rebondir là-dessus et de dire que oui, effectivement, un moment de joie, ça peut être se sentir relié, mais relié au tout, à l'unité, et à se sentir en parfaite harmonie avec cette unité. Oui, c'est la définition d'ailleurs de samadhi dans le yoga. C'est quand il n'y a plus le sentiment de séparation. C'est un peu là ce que ça répond en même temps à ce que j'essaie d'exprimer, c'est qu'est-ce qu'il y a au centre de cette félicité. Qu'est-ce qu'il y a de quoi sa nature, quelle est sa nature en fait. Qu'est-ce qui voit la félicité? Ou qu'est-ce qui sent la félicité? Enfin, alors, c'est le sujet, c'est la conscience. On peut utiliser des mots, mais bon. Je ne sais pas si là, maintenant, quelqu'un est envahi d'une joie sans cause, mais si quelqu'un est envahi d'une joie sans cause, il y a bien quelque chose qui voit cette joie sans cause. La joie sans cause ne peut pas se voir elle-même. Pas plus d'ailleurs que la dépression ne peut se voir elle-même, enfin, ou les symptômes de la dépression. Donc le regard doit toujours se retourner et indéfiniment, ou doit répéter indéfiniment le retournement du regard vers cela qui voit, pour ne pas être identifié à ce qui est vu. C'est ça fondamentalement la démarche de yoga. Parce que dès qu'il y a identification à ce qui est vu, il y a la méprise fondamentale qui est de prendre un objet pour le sujet. Et donc, c'est très difficile d'en parler parce que dès qu'on en parle, on rend la chose objet. La chose en question n'est pas une chose et n'est pas un objet. Mais c'est quelque chose qui, en toile de fond, est ce qui ressent, voit, enfin peu importe le verbe qu'on utilise, l'expérience en cours. Et l'expérience en cours, évidemment, le personnage, c'est-à-dire le personnage identitaire que chacun de nous a constitué dans son histoire, va dire « Ah non, cette situation, j'en veux pas, elle est douloureuse, elle est insupportable », ou « Ah, cette situation, je veux la renouveler, elle est source de plaisir, elle est source de satisfaction, elle est source d'épanouissement ». Mais ce processus-là perpétue le sentiment d'identification au personnage. Et la conscience s'en fout. La conscience non identifiée, le sujet authentique, se fiche de regarder une expérience agréable ou désagréable. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Comme vous, quand vous allez au cinéma, je pense que parmi vous, il y en a qui aiment bien les films d'horreur et d'épouvante, j'espère. Pas seulement les films à l'eau de rose, je t'aime, moi aussi, on s'aimera encore, on aura beaucoup d'enfants, puis le film s'arrête, tout va bien. On ne sait pas ce qui va se passer après. Mais ça, c'est la caractéristique de ce que j'appelle le personnage ici, ce que le Yoga Sutra appelle le Asmita Klesha. La sensation d'un moi qui est erroné, qui n'est pas le vrai moi, le vrai jeu, le vrai sujet. Et alors que même ce faux sujet, ce moi erroné, ce moi identitaire, il peut avoir le souvenir de moments où, même dans la souffrance, il y avait une acceptation ou une distance qui faisait que cette souffrance n'était pas intolérable, insupportable, inacceptable, incompréhensible. Je pense que là aussi, tous les êtres humains ont fait cette expérience, et en tout cas, tous ceux qui ont beaucoup souffert l'ont fait, parce qu'il y a un moment où la souffrance est telle que si on ne lâche pas prise, c'est pas possible. Et donc, c'est pas seulement le sentiment d'être lié au tout, hein, c'est le sentiment d'être arrivé au point où plus rien ne peut perturber
le sentiment d'être cela qui voit. Ou la certitude d'être cela qui voit. Tout à l'heure, vous avez parlé quand on meurt des corps qui restaient. Oui. En disant que ça déterminait le choix de la matrice de notre vie future, par exemple, et que vous n'adhériez pas forcément avec ça. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que vous avez dit au début de la conférence qu'on ne choisissait pas de naître blond, brun, etc. C'est sur ce point-là, en fait, que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous avez entendu au fond? Non. Oui, non. Ouais. Donc, est-ce que... Je vais essayer de répéter la question parce que... quand vous avez parlé du fait, au début, qu'on ne choisissait pas qu'on naissait blond, brun, roux, etc., et que vous avez aussi parlé de la survie des corps subtils, est-ce que... Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a un rapport entre les deux, c'est ça? Non, est-ce que le fait que vous adhériez pas forcément à ça, ça a un rapport avec le fait que vous ayez dit qu'on ne pouvait pas choisir de naître blanc, brun ou... Le fait que je n'adhère pas, moi, les conférenciers, éventuellement, à cette doctrine, est-ce que ça a à voir avec le fait que vous avez dit qu'on ne choisissait pas la couleur des cheveux, etc., quand on est... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je suis profondément convaincu, mais c'est peut-être une croyance de ma part, que quand on ne sait pas, il vaut mieux dire on ne sait pas. Que de prendre une position alors qu'on ne sait pas. Donc je ne sais pas. Donc vous savez pas si on choisit ou pas de naître... Je ne sais pas s'il y a la survie de corps subtils et si cette survie de corps subtils conditionne la réapparition d'une existence dans une autre matrice. Mais ce dont je suis vraiment intimement persuadé, c'est qu'on n'a pas choisi l'existence dans laquelle on se trouve maintenant, quelles que soient les théories qui essayent d'expliquer la singularité de chaque individu. Ça, c'est le ressenti de chacun. Oui, mais il y a une différence entre les gens qui croient et les gens qui disent « je ne sais pas ». Oui, bien sûr. C'est exactement pour ça que je vous posais la question, parce que comme vous avez demandé s'il y avait des médiums tout à l'heure, et il y en a qui, en tant que médium, savent ou croient savoir, en tout cas. Oui. Ah ben, il y a toutes les religions qui croient savoir depuis très longtemps. C'était un autre aspect que je voulais développer, mais bon, je ne sais pas si vous avez peut-être marre. C'était le fait que... Comment était-ce déjà? Oui. On doit pouvoir voir aussi dans quelle catégorie d'humains on se classe, soi-même, quand on observe. Est-ce qu'on est du genre, je ne sais pas s'il y avait un avant, je ne sais pas s'il y aura un après, tout ce que je sais, c'est que cette vie-ci, je vais la prendre à pleines dents. Si on me donne une croûte de pain, je mange la croûte de pain, mais si on me donne un gigot ou du foie gras, tant mieux. C'est-à-dire, je jouis de l'existence, je sais qu'elle va finir, mais peu importe. Ou bien je suis du genre, ce monde est une vallée de larmes, où que je me tourne, le Yoga Sutra dit ça, pour celui qui commence à voir les choses telles qu'elles sont, il y a de la souffrance partout. Bon, je vois que le monde est une vallée de larmes, il y a sûrement un autre monde où ça va mieux se passer, et donc ça c'est la plupart des religions, en tout cas la religion du livre, de la Bible, que ça soit la Bible chrétienne, enfin judaïque d'abord, chrétienne ou islamique. Si je me comporte comme il faut dans cette vallée de larmes, ben, j'ai une chance d'avoir une meilleure vie plus tard. Ou que vous soyez de ceux qui pensent que l'acte a des conséquences, que ce que je dis et ce que je fais va avoir des séquelles, et que par conséquent je dois être extrêmement attentif à ce que je dis, à ce que je fais. C'est la doctrine du karma en Inde. Et que par conséquent, je ne vais pas nécessairement manger le foie gras parce que les pauvres oies, elles sont gavées et ce n'est pas vraiment un bon plan. Ce n'est pas très respectueux de la vie et de la sensibilité des animaux, etc. Donc je fais attention à mes actes, etc. dans la certitude, ou la croyance en tout cas,
que les actes posés ont des conséquences et qu'il y a une rétribution des actes. Ou alors, eh bien, la catégorie que je privilégie quant à moi, c'est je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas s'il y a aucune de ces différentes options là que je viens d'énumérer. J'en avais trouvé une autre, mais elle me sort de l'esprit là actuellement. Je pense que ne pas savoir, c'est un énorme avantage sur le fait de savoir. Je pense que le fait de ne pas savoir, ça vous laisse dans un état de vulnérabilité et d'ouverture qui fait que vous voyez se dérouler le fil de la vie sans que cela crée nécessairement de crispation, et tout questionnement est une crispation, sous prévu. Toute interrogation est une crispation. C'est-à-dire c'est quelque chose où on dépense de l'énergie, à quoi bon? Parce que même si on trouve une réponse, ça ne sera qu'une réponse partielle. On ne peut pas avoir la prétention de réellement comprendre le sens de la vie, le sens de l'univers, même si l'être humain a fait des progrès énormes en apparence là-dessus. Et donc je suis partisan d'accepter de ne pas savoir et de le dire. Oui, mais dans ce cas, on est spectateur, on n'est plus acteur. Et l'expérience, c'est quand même... On n'est jamais acteur, c'est les gunas qui agissent, comme dit le Bhagavad Gita. Vivre notre vie, c'est quand même être acteur de notre vie. Non. Ah bon? Non, pas pour moi. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire dans l'heure qui suit? Oui, j'irai manger, j'irai rejoindre mon mari, j'irai déjeuner. J'espère que ça va se passer comme ça pour toi. Ah. Ce que je ferai demain, je ne sais pas, mais dans une heure... Oui, mais... Peut-être le monsieur assis au fond de la salle a une mallette avec une bombe dedans. Faut le surveiller s'il sort. On ne sait pas. Si on a la certitude, si on sait, qu'on pense que dans une heure on va manger... Non, mais là, au moment présent, on vous écoute, on discute, donc il y a quand même une action qui se crée. Oui, mais tu as l'impression que le fait d'écouter, c'est quelque chose que tu décides d'instant en instant, ou c'est quelque chose... Je suis venue pour ça. Certainement, oui. Voilà. Moi, je suis venu pour vous écouter ou pour parler. Malheureusement, c'est pour parler, donc ça parle. Mais je ne savais pas ce que j'allais dire. Et je ne sais pas ce que j'ai dit, d'ailleurs. On verra... On verra quand je regarderai la vidéo. C'est-à-dire, c'est très rassurant d'avoir le sentiment qu'on sait. Mais cette forme d'assurance est très dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle nous fait prendre nos projections pour la réalité. Et la seule manière de ne pas projeter, c'est de ne pas avoir de certitude, bien sûr, et aussi de ne pas avoir la prétention de savoir. Alors, bien entendu, à certains moments, vous me prendrez au piège en disant « mais tu vois bien, ce que tu dis, là, tu as l'air de savoir ce que tu dis ou de savoir de ce dont il s'agit. » C'est une apparence. Profondément, je ne sais pas. Et si vous êtes honnête, je pense que vous pouvez dire la même chose. Dire je ne sais pas ou dire je n'ai pas de certitude, c'est pas du tout la même chose. C'est pas exactement pareil. Non, c'est pas la même chose. Ne pas avoir de certitude, déjà quand on l'exprime, ça indique qu'on a la certitude de ne pas avoir de certitude. Donc c'est un peu se tirer soi-même un coup de fusil. Mais dire je ne sais pas, il me semble que c'est plus honnête parce que c'est un fait. Et est-ce que c'est pas prétentieux de dire je ne sais pas? Ne s'engage pas, c'est sûr. Oui, ça peut être une attitude. Et dans ce cas-là, c'est prétentieux. Mais si je peux te poser la question, est-ce que tu sais quelque chose? Est-ce que tu as le sentiment de savoir quelque chose? Oui, je sais des choses, mais je n'ai pas de... Je sais. Oui, je sais que le ciel est bleu aujourd'hui. Bien
des, choses, ça peut être des observations que je fais et que j'ai conscience de ça, donc je le sais. Enfin, la limite, bon, on peut m'interroger sur est-ce que c'est juste. Mais après, sur des idées des concepts, là je peux faire des erreurs. J'ai pas de certitude. Oui. Mais je le sais quand même. Je le sais ou je le ressens? Bon, par exemple, est-ce que tu sais que tu es né? Oui. Comment tu le sais? Par un acte de naissance déposé à la mairie. Oui, ça sont des papiers. Non, en général, on sait qu'on est né parce qu'on nous l'a dit. Est-ce que tu sais que tu vas mourir? Oui, je sais que je vais mourir. C'est une probabilité, mais c'est pas une certitude. Qu'est-ce qui te permet de dire que c'est une certitude tant que tu n'es pas mort? C'est l'expérience que vivent 100% des êtres humains. C'est ce qu'on voit autour de soi. Oui. Oui? Donc on peut avoir peut-être une approche statistique de la réalité. On en revient à l'intitulé de la conférence « Comment pratiquer le yoga en Occident ?» Vous nous avez parlé donc de conception, si je puis dire, de la pratique du yoga, et puis vous avez parlé d'en Inde, c'est revenu en Inde de façon très occidentale, si je puis dire. Mais au fond, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que c'est que pratiquer le yoga en Occident? Oui, pourquoi parlez-vous de l'Occident? Parce qu'on est en Occident. Oui, d'accord, mais que pouvez-vous dire du yoga en Occident? Vous avez parlé de ce que vous estimez qui devrait être plus ou moins l'approche du yoga, qui me paraît logique, mais pourquoi avez-vous ce que Alors, je pense que je n'ai pas d'objection au fait que vous soyez, en tant que pratiquant de yoga, dépendant d'un cours, d'une personne, mais que vous n'avez pas encore commencé à pratiquer le yoga dans ce cas-là. Donc, il y a une exigence intérieure de s'appuyer sur ses propres capacités, mais avec l'aide d'une personne extérieure au moins au début, mais cette personne extérieure doit vous aider à devenir autonome. C'est un des qualificatifs, on va dire, du yoga. Le yoga devrait nous donner ce qu'on appelle le Svatantra, la capacité à tendre notre propre toile, pas une toile d'araignée pour prendre des mouches, mais notre propre toile, c'est-à-dire notre propre existence, et que, quelle que soit la forme de yoga, même si ça ne s'appelle pas yoga, qui vous aide à devenir plus autonome, plus indépendant du regard des autres, du poids du passé, de vos propres projections par rapport au futur, de l'image de soi que vous portez maintenant, tout ce qui vous permettra de vous rendre plus indépendant de ça, c'est la bonne pratique de yoga, pas seulement en Occident, mais en Orient aussi. J'ai une question pour moi si je veux m'adonner à un yoga qui me correspond, comment je peux choisir? En essayant tous les yogas qui sont dans un rayon de moins d'un quart d'heure de déplacement, parce qu'autrement on perd plus d'énergie à se déplacer au cours de yoga que... C'est la raison pour laquelle je ne suis pas... Ou alors, et ça c'est peut-être une réponse qui va embêter les enseignants de yoga ici, c'est acheter Yoga pour les nuls, qui est un excellent ouvrage sur le yoga, et se mettre à pratiquer chez soi, parce qu'il n'y a pas de meilleur maître que soi-même, dans quelque discipline que ce soit. Il suffit d'y mettre de la passion et de l'intérêt, et on va apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Parce que finalement, qu'on aille dans un cours ou qu'on pratique seul, on est toujours confronté à ce qu'on ressent soi, à ce qu'on comprend soi, et ce que dit l'autre, ou la manière dont guide l'autre, c'est son histoire, c'est pas la mienne. Donc je peux apprendre de son histoire en partie, mais je n'apprendrai jamais autant que si je suis à l'écoute de ce qui se passe en moi. Donc voilà, c'est une possibilité. Je dis yoga pour les nuls parce que c'est un livre sans prétention, mais il est très bien fait. L'énergie du groupe. Ben ça, dans le yoga, ça n'existe pas normalement. Ben oui, parce que le yoga n'a jamais été enseigné en collectif, sauf au XXe siècle, à partir du XXe siècle. Le yoga a toujours été une transmission d'individu à individu.
Ça n'est qu'au XXe siècle, avec l'institution des ashrams, des Ramakrishna Mission, des cours de yoga en Occident, que c'est devenu une activité collective. Donc là, l'énergie du groupe, effectivement, elle existe. Mais bon, elle existait aussi dans les jeunesses hitlériennes. Donc il faut l'utiliser à bon escient. Tout dépend de la motivation qui est derrière. Il y a aussi l'énergie collective à la messe, hein, mais avec les hommes qui regardent du côté des femmes et les femmes qui regardent si les hommes regardent du côté des femmes dans les églises. Il y a des formes de pratique de yoga. Il y a le cours hebdomadaire, il y a le cours long du samedi matin, il y a le stage, et tout, etc. Bon, je veux dire, et toi, tu parles beaucoup de références littéraires. Et moi, mon expérience du yoga, c'est 0 référence littéraire. Oui, c'est ce que disait, je ne sais plus ton prénom. Personnellement, la pratique du yoga hebdomadaire, donc la séance d'1 heure et demie, enfin 1 heure et quart, 1 heure et demie, elle n'est pas satisfaisante pour moi. Enfin, donc, je veux dire, elle est intéressante, mais ça ne me suffit pas. Alors, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le stage de longue durée. Et il y a différents stages de longue durée. Oui. Et donc moi, à mon avis, en tout cas mon expérience personnelle, c'est que je fais du yoga parce que je le pratique longtemps avec d'autres gens. Oui, c'est un bon soutien d'être... c'est comme chez les scouts, quoi. J'ai beaucoup aimé ça, le scout. Oui, mais pourquoi pas? Il y a ceux qui aiment partir sur mer en voilier en solitaire, et puis d'autres qui aiment la goélette avec tout un équipage. Ça, c'est, encore une fois, il n'y a rien de mieux ou moins bien. Il faut savoir ce qui nous convient à soi, à chacun. Oui. Bon, alors, je me risque à prendre la parole. Tu la gardes pas trop longtemps, vas-y. Voilà, pas trop longtemps, c'est pour revenir à cette histoire de séparation, d'abord de la mère, quand on est, et puis, voilà, j'aimerais que vous nous parliez, si vous pouviez, de cette gestion du plaisir ou de la félicité, du bonheur qu'on atteint des fois de manière assez courte ou fugitive, assez temporaire, et qu'on cherche en permanence à retrouver. Bon, vous aviez souligné que c'était pas forcément nécessaire d'être toujours dans le bonheur, puisque après on sait plus ce que c'est, enfin bon voilà. Et comment vous faites pour trouver cet équilibre entre le bonheur qu'on cherche à retrouver finalement, le plaisir, tout ça, et son inverse, son pendant, donc avec tout le négatif qu'on peut trouver dans l'humanité. Ouais. Le mot, enfin, dans ce que tu as dit, le verbe qu'il faut fusiller, du regard en tout cas, c'est chercher. Tu comprends? Le moment où tu cherches, tu es dans la problématique de l'échec. Imaginons que tu trouves. Comme tu l'as dit toi-même, ce que tu trouves, ça ne va pas durer. Tu vas trouver un moment de félicité, mais ce moment va disparaître. Donc tu vas te mettre à le rechercher encore, et encore, et encore. Et là, c'est sans fin. La fin, F-A-I-N est là, mais la fin, F-I-N ne vient pas. Donc le problème, c'est chercher. Pourquoi chercher? Pourquoi ne pas simplement être à l'écoute de ce qui advient, ce qui arrive, ce qui t'arrive? D'ailleurs, dans l'expérience de la joie, il y a quelque chose de la surprise. Enfin, de la surprise, ouais. De la surprise, de l'étonnement. Ça arrive. Oui, parce que, en fait, bon, moi j'ai tout un tas de choses qui me rendent heureux et dans un sentiment de bien-être. Bon, voilà, puis
comme plein de gens. Et bon, ça c'est des choses qui me permettent, bon je pense que le yoga permet aussi de se ressourcer, la méditation, tout ça. On a tous nos petits trucs qui nous permettent de se sentir bien dans la durée, dans l'instant, la surprise ou la durabilité. Mais bon, il y a des choses plus ou moins durables dans le négatif aussi. Et on peut se complaire dans la dépression, comme vous disiez tout à l'heure. Ah, j'ai pas dit qu'il fallait se complaire, hein. J'ai dit qu'il fallait plonger. Ouais, enfin, on peut constater, voilà, sans jugement, mais bon. Alors, moi personnellement, j'ai pas vraiment envie de vivre dans la tristesse tout le temps. Mais alors, vis pas dans la tristesse. Hein. Si tu penses que tu peux décider de ne pas être triste. Oui, mais des fois, on décide pas, justement. Ah, des fois. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Ah bah, on constate. On accepte. On change, quoi. On accepte et on change. On essaie de ciel. Aujourd'hui, le ciel est bleu, demain, le ciel sera peut-être gris, et après-demain, il va peut-être y avoir de la neige qui tombe. Enfin, ici, je ne sais pas trop si ça arrive. Oui, ça arrive. Je me souviens qu'au mois de mars, une fois, on était coincés en allant chez Geneviève, on ne pouvait pas monter chez elle parce qu'il y avait de la neige. Voilà. Est-ce qu'on a décidé qu'il y ait du ciel bleu aujourd'hui? Qui a décidé? Je vois personne lever la main. Jo a décidé. Bon, bah, ça m'étonne pas de nous. Voilà, c'est cette espèce de prétention de l'être humain de pouvoir contrôler et dominer quelque chose qui est le courant, ce que les hindous appellent le samsara, quelque chose qui coule sans cesse. Donc on crée des digues, des barrières, des barrages craquent, comme au Brésil il n'y a pas longtemps, torrents de boue qui envahissent tout. Si on laisse couler le flot de la vie, on crée moins de résistance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles, hein. Il y a des moments où vraiment on est projeté sur des rochers, où on tombe dans des espèces d'eau morte, où on a l'impression qu'on s'enlise. Là aussi, il y a quelque chose dans le Yoga Sutra par rapport à ça. On dit qu'on a, dans les énergies qui nous constituent, dans les souffles qui nous animent, il y a un prana qui se trouve localisé à la base de la gorge et dont la fonction est de monter au-delà du sommet du crâne, qui est le souffle de transcendance. Et ce souffle-là, il permet de passer à travers les obstacles que sont, alors d'une manière figurative, les épines, la boue, les sables mouvants, tout ce qui peut ou nous déchirer, ou nous entraver, ou nous immobiliser. Donc cette indication, elle est à prendre au pied de la lettre. Il y a en nous, en chacun d'entre nous, un ressort qui nous permet de traverser les épreuves. Et traverser les épreuves, sur le moment, c'est très désagréable peut-être, mais après coup, on s'aperçoit que ça nous a énormément enrichi et apporté une maturité et une compréhension qu'on n'avait pas jusqu'à ce qu'on ait traversé ces épreuves. Donc plutôt que de vouloir éviter les épreuves, il faut regarder s'il n'est pas possible d'apprendre à les traverser sans qu'elles nous détruisent. Qu'est-ce qui nous fait être détruit par une épreuve? C'est les idées que l'on se fait sur la vie. C'est comme quand on rencontre quelqu'un et qu'on veut créer une relation durable avec quelqu'un. Ce qui va complètement pervertir la relation et la rendre, enfin la détruire, c'est les attentes qu'on a vis-à-vis de la personne. C'est ce qu'on projette sur ce que cette personne devrait être. Et à ce moment-là, comme cette personne ne va jamais correspondre aux attentes que l'on a, ben le moment où on s'aperçoit qu'elle ne correspond pas aux attentes, la relation, elle est foutue. Ou alors c'est une relation d'haine qui est transformée, d'amour à haine. Donc la vie, c'est la même chose. Si on a des attentes sur la vie, eh bien, quand ces attentes ne sont pas remplies, on devient la victime de soi-même. Parce que si on ne sait pas et qu'on n'a pas d'attente, on est capable de traverser les épreuves parce qu'on n'a pas le regret que la vie nous apporte quelque chose qui n'est pas ce que l'on a demandé ou souhaité. Et donc vivre sans attente, c'est vivre dans la présence à ce qui se présente à soi, d'instant en instant. C'est toujours un peu angoissant,
parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais cette angoisse-là, elle est stimulante, elle n'est pas mortifère. Elle ne nous immobilise pas, elle ne nous inhibe pas. Tandis que si on a une attente, alors là, la peur de la le non-accomplissement de ces attentes est extrêmement lourd à porter. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas chercher. Oui, mais on est quand même influencé par notre nature. Hein. Oui. Où on est positif, où on est négatif, et on réagit en fonction. Oui. Oui. Mais si tu le vois, si tu vois cela, tu as déjà pris un pas de recul par rapport à ta nature, et ce pas de recul te permet peut-être de réaliser l'importance de ne pas avoir d'attente. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais la difficulté, c'est que dans nos vies, on a besoin de projets pour avancer. Quand on est dans une dynamique de projet, il y a forcément une attente qui s'associe. Alors, Véronique pose la question, oui, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais dans la vie, on a nécessairement besoin de faire des projets, et quand on fait des projets, il y a nécessairement une attente, c'est ça? Ouais, l'idée, en fait. Ben, le tout, c'est d'arrêter de faire des projets et de laisser Marie-France faire des projets pour toi, par exemple. C'est elle qui m'a demandé de faire une conférence ici, donc me voilà ici parmi vous, mais j'avais pas le projet de venir a priori. Ziva Kinroth, qui est israélienne, avait le projet de me faire venir en Israël, et le projet que j'anime 4 jours de séminaire là où elle vit, ben, je suis allé en Israël, j'ai animé 4 jours de séminaire, mais moi j'avais pas de projet par rapport à ça. Ouais. Alors la vie a des projets pour toi, Véronique. Ou alors, je passe une annonce, je suis à la recherche d'un lieu de vie. Bah, peut-être que tu vas en trouver un aujourd'hui. Hein. Voilà. Et quand même, toi, tu te mets en situation pour que d'autres te demandent de faire des conférences, de faire des... Je me suis mise en situation à une certaine époque, et encore, pas vraiment. Parce que quand je suis rentré de Madras en 1966, c'était mon premier séjour avec les Shikachar, j'ai été immédiatement happé par une dame aux cheveux blonds, qui était, cheveux courts d'ailleurs, assez forte, qui était la présidente de la FNEY à l'époque, Madame Claude Pelletier, qui avait entendu dire que j'avais reçu un enseignement en cours individuel des Shikachar, et qui m'a immédiatement demandé d'animer des stages de post-formation, ou de formation même pour des futurs enseignants de yoga. Donc j'ai été mis dans cette situation. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déclenché en m'intéressant au yoga et en faisant l'effort